Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée franchement vertigineuse, à la croisée des chemins entre la science et, on peut le dire, la philosophie. L'idée, c'est quoi? Et si notre corps, ce corps qu'on pense connaître, n'était pas une machine, une sorte de fatalité biologique, mais plutôt une interface qu'on pourrait programmer? Alors on y va, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question qui est au cœur de tout. Et si notre corps était en fait un écran ultra sensible? On pense souvent à notre corps comme un bloc de chair, d'os, quelque chose d'immuable. Mais si on changeait complètement de perspective? Imaginez un peu que ce corps, c'est comme le tableau de bord d'un vaisseau, un écran sur lequel tout s'inscrit, nos pensées, nos croyances et même les sons. Chaque chose laisse une empreinte directement dans nos cellules. On pensait être des simples passagers, mais il y a une sorte de révolution silencieuse qui est en train de se passer. Et vous voyez, cette idée, elle change tout. C'est une transformation complète de notre vision de la biologie. Ça veut dire que le corps n'est plus une fatalité, mais une plateforme interactive. Et le plus fou, c'est que des pionniers aujourd'hui commencent à nous montrer comment on peut utiliser les commandes. Ok, mais pour que tout ça soit un peu plus concret, ça commence souvent par un choc. Et pour beaucoup de gens, ce choc, il a un nom. Wim Hof, l'homme de glace. Quand on l'a vu pour la première fois grimper l'Everest en short, on s'est tous dit la même chose. C'est un mutant, c'est pas possible. Et pourtant, sa méthode est d'une simplicité désarmante. En gros, c'est quoi? Une combinaison de respiration, une respiration presque tribale, et d'une exposition volontaire au froid. Et avec ça, il a réussi à prouver, sous le regard des scientifiques, que c'était possible de hacker consciemment son propre corps. Là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'il a réussi à agir sur son système nerveux autonome. C'est cette partie de nous qui gère tout ce qu'on a toujours cru automatique. La température du corps, la réponse immunitaire. Le simple fait de pouvoir prendre les commandes de ça par la volonté, c'est une petite bombe dans le monde médical. Une vraie déflagration. Mais attention, cette quête du contrôle de soi, elle a aussi un côté beaucoup plus sombre. Un héritage d'une époque où on ne cherchait pas à améliorer l'humain, mais plutôt à le briser. On parle ici d'expériences vraiment terrifiantes du XXe siècle. De la psychiatrie soviétique jusqu'au projet secret de la CIA comme MKUltra. L'objectif était le même et il fait froid dans le dos. Effacer une personnalité. Créer une table rase, une page blanche. En gros, un corps vidé de son histoire, prêt à être réécrit. Bon, évidemment, ces projets ont été des échecs moraux et souvent techniques, mais ils ont révélé quelque chose de fondamental. Notre identité, elle est fragile. Ce n'est pas du marbre, non. C'est plus comme un fil narratif, une histoire qu'on se raconte en permanence. Et si on coupe ce fil, eh bien le corps perd complètement sa boussole. D'accord, donc des forces extérieures peuvent essayer de nous réécrire. Mais quid des forces intérieures? Il y a un phénomène clinique qui pousse cette idée jusqu'à sa limite absolue. Un vrai défi pour la médecine moderne. Ce concept, son illustration la plus incroyable, on la trouve dans ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Il y a des cas documentés qui sont juste hallucinants. Une seule et même personne peut abriter plusieurs identités. Et à chaque changement d'identité, la biologie change aussi. Par exemple, une personnalité peut être violemment allergique aux fraises. Et quelques minutes plus tard, une autre personnalité en mange sans aucun symptôme. La vue peut s'améliorer ou se dégrader, la glycémie d'un diabétique peut se normaliser. C'est comme si le corps exécutait à la lettre le code de l'identité qui est aux commandes à ce moment-là. La question, c'est comment c'est possible? Pour essayer de comprendre ça, il faut aller chercher les outils de programmation de notre biologie. Quel est le code source finalement? Il y a cette phrase, très ancienne, « Au commencement était le verbe ». Eh bien, aujourd'hui, elle résonne de manière très concrète en biologie. Le langage, ce n'est pas juste un outil pour communiquer. On pourrait presque dire que dire, c'est programmer. C'est un concept qu'on appelle la bioperformativité. L'exemple le plus connu, c'est l'effet placebo. Une simple pilule de sucre, mais si elle est donnée avec les bons mots, la bonne croyance, elle peut déclencher une guérison bien réelle. Et à l'inverse, il y a l'effet nocebo. Un diagnostic annoncé de manière brutale peut agir comme un virus informatique, il peut inhiber nos défenses immunitaires par la simple force d'une croyance négative. Les mots sont de véritables commandes pour le corps. Mais le code, ce ne sont pas que les mots. Il y a une autre facette, beaucoup plus ancienne, primale même, c'est le son. Depuis des millénaires, l'humanité utilise le son pour transformer la conscience et le corps. Et la science, elle commence à peine à comprendre pourquoi ça marche. Et la science, justement, nous donne une piste très sérieuse, le nerf vague. Il faut s'imaginer ça comme une immense autoroute de l'information. Elle part du cerveau et se connecte à presque tous nos organes vitaux. Et ce nerf vague, il est hyper sensible aux vibrations sonores. L'impact du son, il est direct, il est mesurable. Prenez des basses fréquences par exemple, comme celles des tambours chamaniques. Elles entrent en résonance avec nos ondes cérébrales θ, celles qu'on a en méditation profonde. Le corps reçoit alors un signal.
sécurité absolue. Et qu'est-ce qui se passe? Le cœur ralentit, le système immunitaire se met en mode optimal, le son vient littéralement masser nos cellules. Alors, si on pousse cette logique jusqu'au bout, on arrive à des questions vraiment fondamentales sur notre place dans l'univers et sur notre propre liberté. Certains vont même plus loin, avec une idée encore plus radicale. Et si le corps n'était finalement qu'une sorte d'antenne? Une antenne réglée pour capter une certaine fréquence de la réalité. Dans cette vision, la conscience n'est pas produite par le cerveau, elle est reçue par lui. Et donc, si on change notre état interne, on change la fréquence et on capte autre chose. Ça, pour la médecine, ça ouvre des perspectives absolument fascinantes. Imaginez une médecine qui ne se contenterait plus seulement de réparer les pièces cassées, mais une médecine qui apprendrait à manipuler les signaux d'entrée, le son, la parole, la température, la lumière, pour reprogrammer notre santé à un niveau fondamental. C'est la promesse d'une liberté incroyable par rapport à nos gènes ou nos traumatismes. Mais bien sûr, un tel pouvoir s'accompagne d'une immense responsabilité. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Oui, c'est la question centrale. Si notre biologie est programmable, qui tient la télécommande? On vit dans un monde saturé de signaux. Les publicités, les infos anxiogènes, notre biologie est constamment hackée par des signaux extérieurs, et le plus souvent sans notre consentement. Alors, face à ça, le simple fait de reprendre le contrôle de sa propre interface, de son propre corps, ça devient un acte de résistance. Un acte de résistance biopolitique, pourrait-on dire. C'est choisir consciemment le récit, l'information qu'on veut voir s'imprimer dans nos propres cellules. L'invitation est donc lancée. Si la chair peut vraiment devenir verbe, si l'information peut devenir vie, alors la question finale, elle est personnelle. Dans ce grand livre qu'est notre corps, quel code allons-nous choisir d'écrire, aujourd'hui ?